Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par l'équipe Jordan Lanoux et associé chez IG Gestion de Patrimoine. C'est une équipe de planificateurs financiers super terre-à-terre, dynamiques et passionnés. Disponibles et transparents, leur mission est de vous aider à réellement comprendre le monde dans lequel on vit et qu'on n'a pas pris le temps de nous expliquer. Simplement vous aider à atteindre vos objectifs et vulgariser le jargon des finances pour avoir la tranquillité d'esprit. Que vous ayez des questions sur la fiscalité, l'optimisation de vos revenus, les placements, les assurances pour votre famille ou votre entreprise, les études de vos enfants, l'achat d'une première ou seconde propriété, s'assureront de vous guider vers les priorités d'une période à l'autre. Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe qui partage notre vision d'un avenir financier sécurisé et prospère et qui nous permet de partager notre passion pour le sport. N'hésitez pas à les contacter pour prendre un temps d'arrêt et discuter de votre futur financier. Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, épisode 97 du Temps d'arrêt. C'est l'un de nos épisodes les plus importants de l'année et après avoir livré une couverture complète mur à mur des éliminatoires de la NFL, on y est plus que quelques jours avant le Super Bowl 59 qui se tiendra en Nouvelle-Orléans entre les Chiefs et les Eagles. Thierry, Michael, mes deux collaborateurs au football, les gars, ça va bien? Ça va numéro 1, Super Bowl. Ça va très bien, les Eagles sont au Super Bowl, fait que ça peut pas mieux aller. Exactement, notre ami Thierry qui doit être très très content de la victoire de ses Eagles la semaine passée. On y reviendra un petit peu du résumé de ce match-là. 5e fois en 6 ans que les Chiefs y sont. Ils voudront être la première équipe à remporter le Super Bowl 3 fois de suite. Le 12 février 2023, là, Thierry, je vais te rappeler des mauvais souvenirs, mais les Chiefs battaient les Eagles 38-35 au Super Bowl. Donc, sur une pénalité controversée en fin de match, ça met la table pour un Super Bowl excitant. Oui, bien des gens sont un petit peu tannés et frustrés de voir les Chiefs qui sont là, mais on a quand même une revanche potentielle qui est franchement intéressante. Pour suivre la tendance de cette saison, dans ce gros épisode 100% consacré sur le Super Bowl, on y est allé avec nos assignations, nos couvertures de toute l'année. Donc, Thierry, évidemment, très bien placé pour parler des Eagles, mais c'est aussi une des équipes qui l'a couverte cette saison en couvrant les équipes de la nationale. Et Michael, de son côté, à son grand désarroi, il va encore devoir nous parler et analyser les Chiefs. Donc, avant qu'on y aille sur le résumé de la semaine passée, allez-y de vos excitations pour l'événement, Michael, pour commencer. Écoute, tu disais, on est habitué de les voir là. On les analysait au Super Bowl, puis j'avais pas d'enfant. Ça donne une idée. Bon, Victor n'est pas jeune non plus, donc ça fait quand même trop longtemps qu'ils sont là. 3 ans et quelques mois. Donc, écoute, très excité. J'ai un petit peu avalé ma pilule là, que les Chiefs ont passé. Ils se retrouvent au Super Bowl. Puis, c'est quand même excitant le fait de voir un corps s'élever plus le moment est grand. T'sais, on est quand même chanceux d'être témoin de ça. Puis, Pat Mahomes, qu'on le veuille ou non, les histoires d'arbitre puis tout, je trouve que c'est excitant qu'on puisse être témoin, être mature, puis comprendre l'exploit qu'il est en train d'accomplir là, dans sa jeune carrière. Fait que ça m'excite. Puis écoute, de l'autre côté, Saquon Barkley, c'est spectaculaire sa saison, c'est de toute beauté. Donc, vraiment, là, je pense que ça va être un très bel événement. Là. Thierry, de ton côté, en début d'année, tu disais que tu voyais les Eagles au Super Bowl. Tu croyais à ton équipe, mais là, c'est arrivé. À quel point tu es fébrile pour ce Super Bowl? Je suis vraiment content, surtout que, comme tu en as parlé tantôt, v'là 2 ans, ça a mal fini, ce Super Bowl-là, avec une pénalité qu'on pourrait en parler longtemps, mais on va parler d'autres choses aujourd'hui. Mais je pense que autant les fans que beaucoup des joueurs qui sont de l'édition de v'là 2 ans, ils ont comme le sentiment du devoir inaccompli, tu sais, comme une game qui a été interrompue avant la fin. Donc, tu sais, je pense que ça va être excitant de revoir justement ce duel-là entre les deux équipes. On va débuter cet épisode spécial Super Bowl avec un retour sur les 2 matchs du week-end passé. Alors, comme la semaine passée, je vais déballer les résumés des 2 matchs auxquels on a eu droit dans ces finales d'association. Je débute avec le match Commanders-Eagles.
Comme on l'avait anticipé, le jeu au sol des Eagles a complètement dominé le front défensif des Commanders. Saquon Barkley a terminé avec 118 verges au sol et 3 touchés, alors que Jalen Hurts en a lui aussi ajouté 3 autres. L'attaque aérienne des Eagles s'est réveillée alors que Hurts a récolté 246 verges par la passe et a terminé avec un passing rate de 110.1. AJ Brown a aussi finalement été un facteur déterminant avec 96 verges captées et un touché. Auteur d'aucun revirement lors des 2 premiers matchs, l'attaque de Washington en a commis 4, dont 2 de Austin Ekeler. Jaden Daniels a été moins efficace qu'à l'habitude, étant souvent sous pression et faisant face à une tertiaire dominante. Il a terminé la rencontre avec un passing rate de 72.8 et une interception. La rencontre fut serrée jusqu'au 4e quart, où tout s'est écoulé pour les Commanders, victoire des Eagles 55-23. Bills Chiefs, dans une rencontre hautement serrée, l'attaque des Chiefs a choisi le meilleur moment possible pour connaître un de leurs meilleurs matchs de l'année. Pat Mahomes a été pratiquement parfait, terminant avec un passing rate de 111.9, à plus de 43 verges au sol et 2 touchés. La défensive fut particulièrement efficace pour arrêter les Bills lors de situations clés. Josh Allen fut moins efficace qu'à son habitude, surtout au sol, où il a terminé avec une moyenne de 3,5 verges par course. La défensive des Bills a eu de la difficulté à arrêter le tempo rapide de Kansas City. Victoire des Chiefs, 32-29. On conclut donc notre grosse couverture des éliminatoires de la NFL avec un épisode portant sur chacune des facettes importantes dans ce Super Bowl. Seront discutés les entraîneurs, l'attaque au sol, aérienne des deux équipes, le front défensif, la tertiaire des deux équipes, les unités spéciales et les impondérables. Donc, on débute ça, messieurs, si vous le voulez bien, avec les entraîneurs. On va commencer avec Michael. On peut pratiquement faire un copier-coller des dernières saisons. Ressort ton texte des dernières années. On a encore les trois mêmes têtes dirigeantes en place, Andy Reid, Matt Nagy et Steve Spagnuolo. Ben écoute, si on peut tout de suite se mouiller, là, mettons avantage, quel côté. Moi, l'expérience dans ces moments-là, je trouve que c'est la clé. C'est sûr qu'Andy Reid, c'est sûr qu'il va être nerveux un petit peu, mais écoute, son expérience, c'est pas quantifiable, là. Je pense qu'il a passé Bill Belichick avec son dernier match éliminatoire avec le plus de matchs coachés en série. Fait que, écoute, ça va être très, très, très payant. Spags, on le sait, Spagnuolo en défensive, on s'en parlait sur notre conversation, a tendance à blitzer au bon moment, cache bien ses blitz. Sur le dernier jeu contre les Bills, un blitz qui est venu d'un cornerback vraiment bien caché, ça a mis la pression sur Allen. Donc, vraiment, là, ils sont imaginatifs, puis ils n'ont pas peur de sortir du cadre, take outside the box pour faire des jeux qu'on voit rarement, mais qui fonctionnent pour les Chiefs, là. J'aime qu'on est resté en place du côté. Oui, on parlait avec Thierry là, il y a 2 semaines du coordonnateur offensif Eric Bieniemy qui avait quitté. Spagnuolo, c'est sa 6e saison avec l'équipe. Il est passé par toutes sortes d'événements, mais il a probablement s'est fait offrir quelques positions intéressantes à travers de la NFL. Il a choisi de rester en place, connaît ses forces, donc c'est vraiment un trio très, très intéressant. On vous livrera en fin d'analyse nos résumés, les endroits où on met des avantages pour certaines équipes. Donc, on résumera notre pensée en toute fin de cette manière-là. Thierry, de ton côté, Nick Sirianni, 4e année comme coach. La grosse différence avec l'année passée, c'est qu'on se retrouve avec 2 nouveaux coordonnateurs offensifs, un jeune Kellen Moore, et c'est tout le contraire coordonnateur défensif. Vic Fangio a plus d'années d'expérience que Kellen Moore a d'années de vie. Donc, 38 ans d'expérience pour le vétéran Vic Fangio. Oui, ça, je pense que c'est la grosse différence avec les dernières années, l'arrivée de Vic Fangio. Là. Écoute, en défensive, on a la défensive numéro 1. C'est quand même pas rien d'avoir la défensive numéro 1 dans la NFL. Il y a 32 équipes. Là. Puis en une saison que Vic Fangio arrive, cette équipe-là s'élève au rang numéro 1. Donc, c'est sûr que les entraîneurs, beaucoup moins d'expérience en séries en éliminatoire, beaucoup moins de présence au Super Bowl. Mais au moins, justement, la présence de Vic Fangio qui est assez expérimenté, même s'il n'y a pas autant d'expérience qu'Andy Reid au Super Bowl en éliminatoire, il en a vu d'autres. Donc, il va sûrement être capable, même si ce n'est pas lui le coach en chef, il va être capable de garder son sang-froid puis peut-être apporter beaucoup à Nick Sirianni qui est assez jeune, puis Kellen Moore qui est encore plus jeune. Donc, c'est
c'est sûr que ça va aider d'avoir ce bonhomme-là dans le building. Et c'est une chance pour les Eagles de l'avoir eu. L'année passée, on a eu un clash certain avec Coach McDaniels, avec les Dolphins. Du côté de Kellen Moore, ben, c'est un ancien corps arrière, donc il amène avec quand même une expérience. On voit beaucoup de jeux variés. Donc, il a progressé durant l'année. Il a été le coordonnateur offensif des Rams l'année dernière. Il a fait des très belles choses. Donc, une équipe solide du côté des Eagles aussi. On se lance dans le vif du sujet. L'attaque au sol des Eagles qui a fait parler toute la saison contre la défensive, contre le jeu au sol des Chiefs. Donc, on analysera les deux équipes de cette manière-là. L'attaque au sol contre sol, jeu aérien contre jeu aérien. On débute série avec les Eagles, justement, leur ligne offensive qui a été une partie déterminante de leur succès au sol. Ils devraient être pleinement en santé lorsque le Super Bowl se tiendra. Là, les joueurs de la ligne offensive, Jurgens et Dickerson, devraient être partants. Donc, cette saison, Saquon Barkley, c'est 4 matchs de moins de 100 verges, 6 de 150 et plus. Donc, il a été extrêmement constant. Là. Il y a très, très peu de matchs où il a été en bas de la barre de 100 verges. Ça a été une année extraordinaire pour lui. Oui, puis j'aime ça que dans ton analyse, tu marques attaque au sol parce que, oui, les statistiques vont à Saquon Barkley, sont 2000 verges en saison, mais il pourrait pas avoir eu ça sans sa ligne à l'attaque. Puis la ligne à l'attaque, les gros bonhommes en avant, là, ils ont fait un travail incroyable toute la saison, même le dernier match contre les Commanders. Écoute, on avait justement Landon Dickerson qui jouait au centre à la place de Cam Jurgens qui était blessé. Dickerson, je ne sais pas ce qui s'est fait pendant le match, parce que ça a fait mal, puis il jouait peut-être à 70% de ce qu'il est capable de faire, puis malgré tout, on a quand même été capable, avec un remplaçant, avec un centre qui ne joue pas à sa place puis qui est blessé, d'ouvrir des brèches, de piler sur le corps de Washington. Donc, cette unité-là, je pense que c'est justement, il ne faut pas parler de 5 joueurs, il faut parler d'une unité qui travaille ensemble, puis c'est ça qui fait en sorte que Saquon flash autant. Ben, il y a aussi le talent de Saquon qui fait qu'il flash, mais c'est le combiné des deux qui fait que ça fait des étincelles. Puis j'ai hâte de voir au Super Bowl si ils vont être capables de reproduire des statistiques aussi impressionnantes. Saquon est tellement explosif, il dépense tellement d'énergie sur le terrain que ça prend un bon second. Les Eagles en ont un. Kenneth Gainwell qui peut être une option très intéressante lors des moments de repos de Barkley. Donc, on l'a vu au dernier match récolter des verges intéressantes alors que Saquon était peut-être ennuyé avec un petit pépin ou avait besoin de repos. Donc, on a cette option-là qui est très, très utile. Mais surtout aussi, on a un Jalen Hurts qui peut être une constante menace au sol. Il peut aussi facilement aller chercher une cinquantaine de verges au sol dans un match. Mais c'est surtout une menace près de la zone des buts. 18 touchés, là, si on inclut saison et éliminatoire. C'est énorme, là. Donc, des dérobades, se sortir de l'embarras avec la course. La semaine passée, on se disait, ça risque d'être peut-être difficile pour Hurts. Il a peut-être un petit pépin à la jambe. Finalement, il a été extrêmement mobile. Ça risque d'être encore mieux rendu au Super Bowl. Donc, Gainwell, mais surtout Hurts aussi peuvent être des variantes très intéressantes là, pour le jeu au sol des Eagles. Oui, puis la seule chose, c'est que Gainwell s'est blessé au dernier match, puis là, il est questionnable sur la liste de joueurs. Donc, c'est quand même 2 semaines. Donc, si la blessure n'est pas très grave, on va sûrement avoir le temps de s'en remettre. Mais on va espérer qu'il soit à son poste pour justement prendre quelques portées pour donner un petit peu de souffle à Saquon Barkley. Je vais juste amener une petite statistique. Qu'au dernier match, c'était la première fois pas la première fois, mais depuis en éliminatoire, c'est la première fois qu'on voyait ça, mais il y a eu un équilibre entre course-passe au niveau des Eagles qu'il n'y a pas eu normalement. Puis quand je parle d'un équilibre, c'est vrai. C'est 230 verges au sol, 229 par la passe. Donc, c'est vraiment... Quand on parle d'un équilibre, c'est pas mal pile dans ça. Ça, c'est pour ça que ça a fini 55 avec 55 points. On a été très équilibré puis performant des deux côtés. Les Chiefs, pour leur faire face, ont la 8e meilleure défense contre le jeu au sol. Quelques statistiques pour présenter le tout. Là. Une seule fois cette saison, on a donné plus de 100 verges
au sol à un porteur. Et ce n'était pas un porteur de ballon, c'était Lamar Jackson à la semaine 1. Chris Jones est une bête complète. On a dit au début du podcast, il y a quelques semaines, qu'il était un peu moins... il avait un moins d'impact pour chasser les carrières, mais il est tellement efficace pour contrer le jeu au sol. Le gros plaqueur Tershawn Wharton aussi, on a des secondaires rapides et physiques en Tranquil et Bolton. On est quand même équipé pour faire face à ce gros jeu au sol-là. Écoute, on est équipé, mais si je regarde les 2 derniers matchs de série des Chiefs contre le jeu au sol, contre Buffalo, on a alloué 147 verges, puis après ça, contre Houston, on a alloué 149 verges. Donc, c'est sûr que ça fait une moyenne de 148 verges allouées par match. Puis là, on va faire face à une ligne en attaque, ligne offensive qui est dominante, et c'est contre Barkley. Donc, moi, ça m'inquiète un petit peu. Le seul petit avantage, si je dirais, peut-être avantage mental, contre les Bills, si on se rappelle la semaine passée, Josh Allen puis les Bills se sont entêtés à essayer la faufilade du corps, qui, normalement, le touche-push, si on veut, de Josh Allen, lui, il ne le fait pas directement au milieu. Souvent, il passait à gauche, puis ça fonctionnait comme un couteau dans du beurre. Écoute, ça n'a pas marché une seule fois. Fait que moi, je trouvais ça très impressionnant, justement. Tu as nommé Chris Jones, qui essayait de jumper le compte, puis son timing était toujours bon. Puis on sait, les Eagles, quand c'est 4e et court, ils vont y aller en 4e essai avec leur touche-push. Donc, à voir s'ils vont être capables de faire le coup aux Eagles, parce que ça fait une méchante grosse différence à ce niveau-là. Très, très bon point. On concède des verges au sol. Par contre, on y va un petit peu plus en comité. Donc, on est capable de contenir les meilleurs porteurs de ballon adverses. Reste à voir si on pourra le faire contre... On n'a pas joué contre le meilleur cette année, Saquon Barkley. Donc, reste à voir si on serait capable de le contenir. À défaut de laisser peut-être un petit peu plus de verge au sol à un Jalen Hurts, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de solution parfaite pour contenir ces bonhommes-là. Pour avoir du succès, c'est sûr que les schémas de course de Kellen Moore devront être créatifs. Il va y avoir beaucoup de courses vers le flanc parce que, comme tu le dis, le milieu de cette ligne défensive-là est compact. Ça passe très, très peu. Donc, il va falloir que Moore soit très bien préparé. L'attaque aérienne des Eagles maintenant contre la défensive, contre la passe des Chiefs. On va commencer avec toi, Michael, parce que je veux parler en premier, avant de parler des carrières, des 2 lignes offensives et défensives. Je commence avec toi, Michael. Les Chiefs ont terminé 19e cette saison pour les sacs. Mais en série, ils en ont 10 en 2 matchs. Alors, on va donner, c'est sûr, il faut mettre un petit bémol là-dessus. Là, on en a réussi 8 contre une mauvaise ligne offensive, celle des Texans. Par contre, George Karlaftis, 8 sacs en saison plus 3 contre Houston, c'est la plus grosse menace. Donc, on va vouloir déranger Jalen Hurts de cette manière, c'est certain. Non, ça c'est sûr. Puis, écoute, la pression, ça va être la clé parce que avec la qualité des receveurs des Eagles, on peut pas laisser Jalen Hurts, on peut pas laisser les receveurs là, faire des tracés. Faut vraiment que la pression s'amène rapidement. Puis, Jalen Hurts n'est pas nécessairement dominant ces temps-ci, donc ça pourrait jouer pour les Chiefs, évidemment. Fait que tu parles de Karlaftis, il amène beaucoup de pression, beaucoup de sacs du corps. Chris Jones est capable aussi, entre autres, là, autant contre le sol qu'aller plaquer le corps arrière, il est en mesure de le faire. On va le voir, on le voit sur les lignes de côté, verser quelques larmes dans des moments clés, mais c'est pas quelqu'un qu'on voudrait avoir devant nous sur un terrain de football. Non, moi je ris un peu à l'hymne nationale. Je garde qu'il braille encore, mais je le dis juste devant la TV. Puis après ça, ben écoute, défense contre la passe. C'est sûr que si on regarde le corner, là, Trent McDuffie. Je vais y venir, Michael, je voulais juste regarder justement les fronts offensifs et défensifs contre Thierry, l'autre côté, justement, pour faire face à ces chasseurs de corps-là, la ligne des Eagles, un peu moins efficace contre la pression. Là, on est surtout dominant pour la course. On a été inconstant. 7 sacs contre les Rams, c'est sûr un front défensif qui était jeune et dynamique. On s'est repris contre les Commanders. Mais à quel point cette ligne-là va devoir se tenir, parce que ça n'a pas toujours été beau cette année-là.
Ouais, dans les derniers matchs, on a eu un peu de confusion, là, surtout quand il y a eu des blitz. Puis on sait que Steve Spagnuolo aime ça amener des blitz un peu de tous les côtés. Donc, il va falloir étudier beaucoup les bandes vidéo, se parler ensemble. C'est sûr qu'aussi qu'avoir tous nos gars, tous nos partants, ça va aider parce qu'ils pratiquent ensemble depuis le début de la saison. Mais effectivement, que le blitz, ça a été un petit peu problématique. Moi, par contre, ce que je voudrais des Eagles, je trouve que même si le jeu aérien s'est mis en marche, je trouve qu'il y avait encore trop de jeux à long développement. Tu sais, justement, Jalen Hurts a un petit peu de misère de ce temps-ci à lire les couvertures puis à faire face au blitz. Dès qu'il y a un blitz qui rentre, là, Jalen Hurts n'est pas capable de sortir de là, il se fait saquer. Donc, moi, j'aimerais ça voir des jeux à court développement, puis avec des gars comme A.J. Brown qui sont 6 pieds 3, 225 livres. Un petit slant en rentrant, un tracé court, il n'y a personne qui est capable d'aller se mettre en avant. Il est trop gros. Fait, tu vas gagner des petits 5 verges avec ça, tu vas tanner la défensive, tu vas forcer le monde à s'avancer. Puis, à un moment donné, là, c'est là que tu vas frapper un coup de circuit avec un Devontae Smith ou avec un Johan Dotson qu'on n'a pas vu beaucoup. Mais là, c'est beaucoup trop de jeux à 5 pas de recul, puis des longs développements. Puis là, le blitz, il y a de la confusion. Fait que je veux voir un petit peu de variété dans les jeux des Eagles aériens. Et ça passe justement par cette ligne offensive-là. On sait qu'on peut avoir des manières d'être très créatifs en variant les blocs, en variant les positions. Donc, on devrait avoir une ligne. On a des joueurs qui sont athlétiques au sein de cette ligne-là, mais il faut les utiliser comme tels. Cette offensive-là, par la passe, semble peu impressionnante là, du point de vue des statistiques. On est 29e par la passe. On l'a vu la semaine passée qu'un Jalen Hurts en confiance, en possession de ses moyens, peut être très efficace. Comme on voit ses statistiques de 20 passes réussies en 28. Donc, tu parlais des schémas d'offensive, plusieurs play-action très intéressants, là, efficaces de Kellen Moore pour mélanger la défensive. Tu parlais des principales cibles. Là. A.J. Brown, Devontae Smith, Dallas Goedert, c'est tes 3 principales cibles en attaque, se complètent bien. Léger manque de profondeur, mais c'est après eux. Mais ces gars-là, il faut les mettre rapidement en action dans le match. Là. Puis on l'a vu justement, A.J. Brown n'était pas très content des 2 derniers matchs. Puis qu'est-ce qu'on a fait au dernier match? On l'a ciblé, je pense, la première passe ou la deuxième, ça a été vraiment rapide. Puis c'était exactement ça. C'était un petit slant en arrière des secondaires, une petite passe d'à peu près 7-8 verges. Puis ça l'a mis en confiance. Puis là, tout de suite, il était gonflé à bloc. Il faut y en donner. Il faut y en donner rapidement dans le match, même si c'est des petites passes. Puis après ça, là, ça va se mettre en branle, puis ça va y aller. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que Kellen Moore a utilisé un petit peu plus de mouvement avant la levée du ballon. Ça, justement, quand il y a des blitz, on va chercher de l'information avec ces mouvements-là. Si tu vois qu'il n'y a aucun secondaire qui bouge quand tu as un receveur ou un tight end qui passe en formation, ben, tu le sais que ça s'en vient pour être un blitz. Donc, les équipes qui font ça, c'est pour aider le carrière à aller chercher de l'information. Puis justement, savoir il va rentrer où le blitz, ça va rentrer où. Puis là, on en a fait un petit peu plus, puis j'aimerais ça en voir davantage. Je vais faire une transition en terminant sur l'attaque des Eagles pour y aller vers la défensive contre la part des Chiefs. Je pense que ça pourrait être intéressant du côté de Philadelphie d'impliquer Graham Calcaterra, qui est le deuxième ailier rapproché, dans des moments clés. C'est sûr que oui, on doit cibler Goddard, mais Calcaterra peut être une option intéressante. On l'a vu faire des flashs intéressants cette année. Et je passe justement à la défensive des Chiefs. C'est une tertiaire qui est capable de contenir les meilleurs joueurs adverses. Par tertiaire, je veux dire les joueurs qui sont moins proches du ballon lorsqu'on part, qu'on commence. Donc, on a tous ceux qui vont entourer le terrain, si on veut, là, donc les demi-coins, les demi un petit peu plus rapprochés, les maraudeurs. Donc, 3 fois seulement cette saison, un receveur adverse a récolté plus de 100 verges contre les Chiefs. Donc, 2 fois sur 3, ça a été à des alliés rapprochés, à des tight ends. Donc, on a eu beaucoup de difficultés à les contenir, à contenir les meilleurs alliés rapprochés adverses. On a eu beaucoup de succès quand on a affronté, les tight ends ont affronté la défensive des Chiefs. Là, on pense à un Isaiah Likely, un Mike Gesicki, George Kittle, Bowers, Houghton, Freiermuth. C'est tous des joueurs qui ont eu du succès contre les Chiefs cette année. Donc, c'est pour ça que je mentionnais le Calcaterra qui pourrait venir être une arme inattendue dans cette attaque des
des Eagles. Mais parle-nous un petit peu justement là, de cette défensive contre la passe. Là, je mentionnais qu'on avait de la difficulté contre les alliés rapprochés. On est 18e contre la passe. On a eu quand même des problèmes de manière assez régulière cette année. Oui, non, c'est sûr. Puis, tu sais, je regarde l'âge, mettons, tu as des Brian Cook, 25 ans, Trent McDuffie, 24 ans, Jeremy Connor, 24 ans. Donc, c'est pas nécessairement des vieux routiers non plus. Donc, ça va être de voir, là, parce que en série, ça va être la première fois qu'ils affrontent un corps de receveurs qui, sur papier du moins, est plus élite. Tu sais, contre les Bills, on parle beaucoup de Josh Allen, mais après ça, tu sais, c'est Hollins, c'est Shakir, t'avais Kincaid comme ailier rapproché, donc on n'est pas dans les gros noms nécessairement. Puis on a alloué 227 verges, 2 touchés par la passe. Ensuite, contre Houston, on était très fort, aucun touché, 187 verges. Donc on a été quand même capable de contenir le jeu aérien. Mais là, ça va être une autre paire de manches. Là. Si la pression de Spagnuolo ne se rend pas à Jalen Hurts, puis Thierry en a parlé, là, si on est capable d'utiliser finalement AJ Brown à sa pleine capacité, ça va être un petit peu difficile. Là. Si je parle de Connor, Jamery Connor, il y a eu 5 plaqués contre Buffalo. Ça va y prendre un autre très fort match. Là, AJ Brown risque d'avoir un joueur dans son ombre pas mal toute la soirée. On parle ici de Trent McDuffie. Par rapport à la statistique que je mentionnais de seulement 3 joueurs qui ont dépassé le plateau des 100 verges, beaucoup de crédit à McDuffie qui, justement, 2 sur 3, c'était clairement pas ses assignations-là. Donc, il est tout le temps, il est toujours opposé au meilleur. Ça va être le cas contre AJ Brown. Il va falloir que AJ Brown se démarque parce que McDuffie, il n'est pas battu, il n'est pas facile à battre. C'est de loin le meilleur élément de cette cassière-là. Moi, je voudrais rajouter quelque chose sur AJ Brown. En fait, c'est plus sur Jalen Hurts, mais AJ Brown, c'est un gars que tu peux lancer même s'il est couvert. S'il est en situation de 1 contre 1, il y a le physique, puis il y a les atouts physiques pour battre un gars en 1 contre 1. Donc, quand Jalen Hurts fait ses pas de recul puis qu'il voit AJ Brown qui est couvert, s'il est 1 contre 1, tu peux y lancer pareil. Là, c'est ça que je trouve qu'il manquait, c'est qu'il ne faisait pas confiance. Il ne faisait pas confiance, puis là, à un moment donné, c'est là que AJ Brown se fâche un peu, puis envoie-moi le ballon, puis je vais m'organiser, moi. Puis il est capable de le faire, donc ça aussi, je voudrais voir. Tu sais, je regardais cette saison, mettons, les Chiefs contre... j'essayais de voir une équipe contre qui ils avaient gagné contre un bon corps de receveurs, puis le seul vrai bon corps de receveurs qu'ils ont affronté, c'est les Bengals, si on veut, le duo Joe Burrow, Ja'Marr Chase. Puis c'était juste à la semaine 2, par contre, mais tu sais, c'était quand même 246 verges puis 2 touchés aériens. Donc, c'est sûr que ça ne sera pas comme contre Houston, où est-ce que c'était 187 verges allouées, aucun touché. Là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont réagir face au talent là, des Eagles. Je parlais de McDuffie, là, celui qui est son opposé, là, Jalen Watson, l'autre demi-coin, pas mal moins efficace. Je lançais des fleurs tout à l'heure à Drew Tranquill pour le jeu au sol. Mais lui et l'autre secondaire, Chenal, sont pas mal moins efficaces contre la passe. Donc, un beau duel en perspective, celui justement de cette tertiaire contre le groupe de Jalen Hurts. On se transpose de l'autre côté du ballon, donc l'attaque aérienne des Chiefs contre la défensive par la passe contre la passe des Eagles. Encore une fois, Thierry, je commence avec toi là, pour parler de des lignes défensives contre la ligne offensive. Les Eagles, c'est 10 sacs en 3 matchs éliminatoires. Ils devront constamment déranger Pat Mahomes pour avoir du succès. On a un bonhomme comme Jalen Carter, on a Nolan Smith, et on a le retour possible et probable de Brandon Graham qui avait subi une blessure au triceps. Donc, c'est le vétéran du groupe. On devra faire le travail. Là. Il faut absolument déranger Mahomes. Puis tu en as parlé justement, le retour de Brandon Graham. Je ne m'attends pas nécessairement à une grosse performance de Brandon Graham, mais je m'attends à du momentum. Il va amener, c'est tout qu'un leader, c'est un capitaine, c'est le vétéran. Le gars qui a déjà gagné un Super Bowl, puis on s'en il a fait un jeu extrêmement important contre Tom Brady, il avait créé un échappé. Donc, même si sur le jeu, même s'il joue un petit peu, il joue 20% des snaps,
il va tellement apporter beaucoup dans le vestiaire puis sur les lignes de côté que ça va faire toute une différence. Puis tu en as parlé, là, les joueurs commencent vraiment à se lever. Jalen Carter, on savait que c'est tout qu'un phénomène. Nolan Smith est vraiment en train de prendre du galon. Il a réussi 4 sacs dans les deux derniers matchs. Vraiment, ça arrive un petit peu de partout. Puis on est vraiment très efficace collectivement. Donc, c'est vraiment un front défensif qui va être à surveiller. Michael, de leur côté, les Chiefs, la ligne offensive, on est en milieu de peloton cette saison pour les sacs alloués. On en a concédé 5 en 2 matchs éliminatoires. Par contre, il y a eu un changement, il y a eu vraiment un moment marquant dans la saison de la ligne offensive. À partir du moment qu'on a déplacé Joe Thuney de plaqueur à gauche et inséré Mike Caliendo au début du mois de décembre. Donc, Thuney, on l'a simplement éloigné sur cette ligne offensive-là pour laisser la position de garde à Mike Caliendo parce que la position de plaqueur, on avait essayé toutes sortes de monde en début de saison, ça n'a pas marché. Mais depuis le mois de décembre, lorsqu'on a déplacé Thuney et inséré Caliendo, ils ont alloué plus de 2 sacs une seule fois. Puis c'était contre l'excellente ligne défensive des Texans. Donc, au point de vue des statistiques, c'est pas très reluisant, mais il faut voir la chose comme elle est en ce moment, c'est-à-dire une ligne qui est quand même dominante. Oui, absolument. Puis, tu sais, c'est le corps arrière, souvent, il est en mesure d'aider ta ligne offensive. Là. Donc, tu sais, Patrick Mahomes est en mesure de dégainer rapidement. Puis, comme tu as dit, Caliendo, c'est sûr, c'est des gardes à gauche, puis c'est sur l'angle mort de ton corps arrière. Fait que c'est vraiment là une position qui est très, très, très critique pour justement Pat Mahomes. Puis écoute, ils ont fait un travail exemplaire là, à ce niveau-là, mais encore une fois, quand ton corps arrière est capable de dégainer rapidement ou on sait qu'il y a des bonnes jambes, ben ça aide aussi à se débarrasser du ballon ou à courir avec le ballon. Donc, beaucoup moins de sacs à ce niveau-là. Là. On va déballer notre sac sur l'attaque aérienne des Chiefs, mais j'aimerais ça que tu gardes, Michael. J'imagine que tu allais nous parler de la statistique que tu nous as envoyée tout à l'heure. Garde-la à la fin parce que impondérable, ça. Ben, exactement. Puis on va dire plusieurs choses, mais on va amener ce point-là qui va complètement bousiller tout ce qu'on vient de dire. Donc, la réalité est que Pat Mahomes n'a pas été très constant cette année. Je vais rappeler ce qu'est la statistique du passing rate. C'est un calcul qui intègre le nombre de passes tentées, le nombre de passes complétées, le nombre de verges récoltées par un carrière, les touchés par la passe dans un match et les interceptions. Donc, un passing rate en haut de 100, on l'a souvent dit dans le podcast, c'est une barre qui est, si on veut, c'est une barre d'excellence. Là, c'est sûr que 100, ce n'est pas excellent, mais on va chercher ce barème-là. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que pas une fois cette année, Mahomes a eu un passing rate supérieur à 100 dans 2 matchs de suite. Et il revient d'un match de 111,9. Par contre, comme on va se le dire, il y a lui d'un côté, un Travis Kelce aussi qui a été inconstant, seulement 3 matchs de plus de 90 verges. Donc ça, c'est les 2 bonhommes que les gens connaissent, puis ils vont entendre ça. Les gens qui vont un petit peu moins suivre le football entendent ça et ils vont se dire qu'est-ce qu'ils font au Super Bowl parce qu'on n'a pas eu tant de succès que ça. Là. Non, exactement. Puis tu sais, la fiche des Chiefs, là, on en avait parlé dans les semaines précédentes, puis ça ne représente pas nécessairement leur saison. Là, c'était très, en bon français, broche à foin, des fins de match un petit peu spectaculaires. Là. Ils étaient bénis des dieux, puis écoute, des placements bloqués, des placements qui frappent le poteau. Ils ont été très chanceux, mais comme les bonnes équipes le savent, ils montent dans le jeu d'un cran plus la saison avance, puis écoute, ils se retrouvent au Super Bowl. Donc, ça, je pense, c'est signe des bonnes équipes. Quand le moment est important, là, ils ont su. Le gâteau a pogné comme on dit. Puis. Parlons un peu des cibles, justement, de Pat Mahomes. On a mentionné Travis Kelce qui est encore très efficace, moins dominant qu'il était, donc il a ralenti, c'est sûr, il ne rajeunit pas. Plusieurs cibles quand même potentielles intéressantes, donc Marquise Brown, Xavier Worthy, les 2 sont extrêmement rapides. Juju Smith-Schuster, DeAndre Hopkins, donc 2 vétérans. L'autre, ailier rapproché, Noah Gray. Il y a quand même plusieurs cibles à qui Pat Mahomes peut lancer le ballon.
Ouais, à part Worthy, tu sais, t'as Hollywood Brown à 27 ans, Juju il a 28 ans, puis Kelsey, notre vieux routier de 35 ans, qui est en mesure, c'est pas mal le seul qui est en mesure de se démarquer contre un match contre Houston, là. Houston, l'attaque aérienne a eu 187 verges des Chiefs, Kelsey en a eu 117. Donc vraiment, là, il est encore très, très, très utile. Puis, dernier match était plus difficile, seulement 19 verges. Mais j'ai l'impression que quand Pat Mahomes en a besoin, tu sais, dernier match, c'est Xavier Worthy, là, le marchand de vitesse qui a eu 85 verges, qui a su vraiment se démarquer assez souvent. Donc, Pat Mahomes n'a pas eu nécessairement besoin d'aller chercher son bon ami Kelsey. Mais si tout le monde est bien couvert, j'ai l'impression que Kelsey il trouve le moyen d'improviser des tracés, puis il est libre comme l'air, là, puis des fois, on se pose pourquoi. Là. Ça, c'est un aspect qui est important de mentionner. On a beaucoup de cibles. Par contre, là, tu mentionnais Xavier Worthy, qui est une recrue qui est extrêmement rapide. Par contre, c'est pas lui qu'on va aller vraiment chercher dans les zones profondes. Juju a eu un match quand même correct aussi la semaine passée. Mais si on regarde dans l'ensemble, à mis à part Travis Kelsey, il n'y en a aucun qui a eu un impact réel depuis un mois et demi. Là. Donc, à part les performances de Worthy au dernier match. Hollywood Brown, Xavier Worthy, très rapide, excelle dans un tempo rapide, mais si on est extrêmement physique contre eux, si on est proche, on parlera un petit peu de la tertiaire des Eagles avec série, mais il y a moyen de déranger ces bonhommes-là. Là, si on se rapportait 5 ans avant, DeAndre Hopkins pourrait être un difference maker, c'est certain, mais ce n'est pas le receveur d'autrefois. Donc, beaucoup de cibles pour Mahomes, mais ces joueurs-là devront se présenter sous leurs plus beaux habits. Là. Ce qui va être important, ça va être des mains sûres. Parce qu'on sait que Pat Mahomes va être capable de placer le ballon où est-ce qu'il faut. Il va être capable de limiter les erreurs. Mais ça se peut que ces gars-là, justement, aient des attrapés contestés à faire. Tu parles de Hopkins. Écoute, il y a peut-être plus la rapidité, mais si tu mets le ballon dans les mains, généralement, il va être capable de faire le catch. Il va falloir que des Worthy, des Juju, ils s'élèvent là, à leur jeu d'un cran. Là. Si le ballon il est là, you touch it, you catch it. Ouais. Samaji Perrine aussi peut être une option de court gain en quittant la position de porteur de ballon. Thierry, cette tertiaire-là, c'est la meilleure défense contre la passe. On concède en moyenne 174 verges par la passe par match. Beaucoup d'éléments qui font que beaucoup de jeunes éléments aussi qui font que cette tertiaire-là est dominante. Ouais, je tiens à dire premièrement quel repêchage que les Eagles ont eu de repêcher Cooper DeJean puis Quinnen Mitchell. Les deux demi de coin. Les deux demi de coin qui ont fait une différence énorme direct à leur première année. Les deux sont sélectionnés au Pro Bowl. Sont-ils sélectionnés au Pro Bowl? Ou sont dans la catégorie sont dans la catégorie de recrues par excellence en défensive. Mais bref, c'est incroyable ce que ces deux gars-là ont pu apporter cette année. En plus, le retour de CJ Gardner-Johnson qui lui apporte une énergie phénoménale à l'équipe. Donc, cette tertiaire-là a été revampée cette année. Puis, tous les ajustements qu'on a faits, ça a fonctionné. T'sais, des fois, tu en essaies, puis ça marche pas, ou il y en a un qui marche, l'autre marche pas. Là, tout ce qu'on a fait a fonctionné. Donc, c'est la raison pour laquelle ils sont numéro 1. Puis, j'ai vraiment hâte de voir à quel point on va être capable de ralentir les Chiefs au niveau aérien, parce qu'on sait que même si dans les derniers matchs, les Chiefs, ça ne marchait pas vraiment, c'était difficile, ils vont trouver une façon de passer le ballon. Puis là, justement, c'est de voir à quel point ils vont être capables de les arrêter, parce que je m'attends à ce qu'il y ait quand même de l'efficacité au niveau des Chiefs. Là. Ouais, on a vraiment un beau mélange de jeunesse et de vétérans. Tu as mentionné Garner Johnson, c'est la même chose de Darius Slay. Ça vient aussi de nos secondaires, là, Zach Bond, qu'on avait mentionné ensemble. Excelle en couverture rapprochée. C'est phénoménal l'émergence de ce joueur-là qui va aller se chercher un très, très gros contrat ailleurs sûrement. Par contre, les deux autres secondaires, Josh Sweat et Oren Burks, on est très gros, on est très physique, pas les meilleurs en couverture plus éloignée lorsqu'on doit franchir beaucoup de terrain pour couvrir le joueur, pour effectuer un jeu contre le joueur qu'on court. Donc, ça pourrait être une possibilité d'attaque du côté des Chiefs. Ouais, ben ça, le Oren Burks. Le maraudeur Reed Blankenship. C'est un. Vas-y.
J'allais juste renchérir sur Oren Burks, qu'il a amené un bon, tu sais, il a quand même bien fait, mais surtout pour le jeu au sol. C'est sûr qu'en couverture, il faut plus se fier à Zach Bond. Zach Bond, il a des instincts. On a découvert ses instincts cette année. Là. Il est vraiment capable de faire des bonnes lectures. C'est sûr, par contre, que lire Patrick Mahomes, c'est pas évident. Là. Donc, même si tu es tout qu'un secondaire, là, ça reste que lire ce joueur-là, c'est vraiment pas évident. Ça va être difficile. On a l'impression, on le voit souvent, là, si les jeux s'étirent, on dirait qu'on dit « Mahomes il est dans le trouble », mais souvent, il va réussir sa passe. J'ai l'impression que si les Eagles sont capables de mettre un petit peu de pression, c'est là que ça ne marchera pas. Mais si Mahomes il étire le jeu, souvent on dit bon, ça va être un autre catch à Kelsey ou peu importe. Donc, on a, juste pour terminer sur Blankenship, c'est un maraudeur qui est souvent agressif en étant bas sur le terrain. Par contre, donc peut possiblement se faire avoir sur des longs jeux. À l'occasion, on l'avait vu contre les Commanders sur le toucher de Terry McLaurin. Par contre, justement, avec un Mahomes qui allait de tempo très rapide, qui faisait des petites passes rapprochées très rapidement, c'est une recette qui pourrait être efficace contre eux. On passe à l'attaque au sol. Vas-y, Thierry, excuse-moi. Dernière chose que j'allais vous dire, c'est moi, je pense que ça va être un travail collectif autant de la ligne défensive que de la tertiaire, parce que ce qu'on veut, nos joueurs, selon moi, notre tertiaire est meilleur que les receveurs des Chiefs. Donc, on veut qu'ils soient en couverture homme à homme. On veut que ça soit des batailles entre les deux, mais des couvertures homme à homme, ça fait en sorte que tu ne regardes pas le carrière. Puis Patrick Mahomes, en éliminatoire, il est vraiment bon pour aller chercher des verges au sol. Il se transforme en genre de Lamar Jackson. Il court vraiment beaucoup, puis il va tout le temps chercher des verges tannantes en troisième essai. Il va aller chercher un premier essai avec ses jambes. Donc, il faut vraiment que la ligne défensive soit disciplinée et qu'il contienne dans la pochette pour permettre à nos joueurs de rester en couverture homme à homme. Puis de... Ah oui, 2 touchés au sol le dernier match. Là. Tu as bien fait de tirer la transition vers le jeu au sol. Le jeu au sol des Chiefs, cette année, 22e dans la NFL, ça peut venir de différents joueurs. Kareem Hunt a possiblement été le plus constant là, dans la dernière portion du calendrier, mais il a dépassé 80 verges au sol seulement 2 fois. Isaiah Pacheco n'a pas trouvé son rythme depuis son retour de blessure, a dépassé une seule fois le plateau des 50 verges. Samaje Perine n'est pas vraiment une option par la course. La plus grosse menace, comme Thierry vient de dire, ça vient de Pat Mahomes. Dans les 2 derniers matchs éliminatoires, il a couru 7 et 11 fois. Oui, absolument. Puis c'est en termes de long gain, improvisé, c'est surtout lui, dans le sens que, tu sais, Kareem Hunt, dernier match, les Bills, c'est 64 verges. Contre Houston, c'était seulement 44 verges. Fait que, tu sais, Mahomes, avec 43 verges contre Buffalo, 2 touchés au sol, c'est vraiment lui qui va être en mesure d'aller chercher des gros morceaux de terrain, comme Thierry l'a dit, dans des situations très importantes. Tu sais, je pense que le dernier match, ça m'a marqué. Là, Thierry parlait des couvertures homme à homme. Je pense que Pat Mahomes, il suivait son receveur, puis le corner qu'il surveillait, les deux, il avait le dos tourné, puis Mahomes, il les a suivis sur un bon diverge avant que quelqu'un se rende compte que, hey, il n'y aura pas de passe, Mahomes, il court avec. Fait que très, très, très bon pour identifier ces situations-là de passe. Parce qu'à part lui, comme j'ai dit, Kareem Hunt, 64 verges, là, ça ne fera pas peur à personne. Donc, j'avais justement de la misère à croire la semaine passée que la défensive des Bills se faisait passer par Kareem Hunt. Mais bon, c'est probablement pour ça qu'ils sont en vacances. Ouais, là, ça ne passera pas le gros Jordan Davis dans le centre. Mais justement, cette défensive-là est 10e contre la course. On peut avoir des difficultés contre des porteurs qui sont rapides et dynamiques. Là, on a eu de la difficulté cette saison contre Karen Williams, Josh Jacobs, Chuba Hubbard, Derrick Henry. Donc, pour ça, je pense qu'on est correct parce que c'est, à moins que Isaiah Pacheco retrouve tous ses moyens, mais c'est une ligne qui peut être moins efficace contre des carrières qui courent. On a eu de la difficulté contre Daniels, contre Jackson. Donc, la menace pourrait vraiment venir plus de Mahomes. Oui, puis c'est pour ça que je dis qu'il va falloir contenir, il va falloir vraiment que les gars sur les côtés, les Josh Sweat puis les Nolan Smith fassent des couvertures pour empêcher Mahomes de sortir, puis peut-être des fois laisser un espion surtout en situation de troisième essai. Moi, j'aimerais ça voir un espion rester justement sur Pat Mahomes pour l'empêcher d'aller chercher les verges manquantes en troisième essai. On a un front défensif qui est, surtout sur la ligne défensive, qui est très jeune, avec Jordan Davis, Jalen Carter, Nolan Smith.
Par contre, ce sont des joueurs qui ont connu l'adversité, que ce soit dans le contexte de leur repêchage ou dans leur carrière collégiale. On a gagné des championnats. Là, Davis, une fois champion national avec Georgia, Carter et Smith 2 fois. Donc, ce sont des joueurs qui savent comment gagner. Ils ont tous joué ensemble. On aurait pu rajouter l'excellent Nakobe Dean s'il n'avait pas été blessé. Il faisait partie de ce quatuor infernal, mais ce sont des joueurs justement qui ont joué ensemble au collège, qui jouent ensemble dans la NFL. Disons, les choses sont merveilleusement bien placées pour eux, mais donc on n'a possiblement pas le lustre et l'expérience d'un Chris Jones, mais on a définitivement le talent pour mettre un frein sur le jeu au sol des Chiefs. Oui, puis c'est pour ça que je parlais du retour de Brandon Graham tantôt, qui justement amène un petit peu de vieillesse à cette jeune ligne-là, justement, un petit peu plus d'expérience, que c'est vrai qu'ils sont très jeunes et n'ont pas vraiment d'expérience. Passons à une facette très importante du jeu, les unités spéciales. Je pense que, commençons avec toi, Michael, avec les Chiefs. Le retourneur de beauté, Nico Remigio, a eu un énorme impact en éliminatoire. Là. Contre les Bills, c'est 148 verges sur les bottées de dégagement et les punts. La semaine d'avant, contre les Texans, c'est 121. Donc, on a un joueur qui est capable d'être très, très dangereux et il est très dynamique. Aussi, le batteur Harrison Butker qui est parfait jusqu'à date en série. Ouais, mais tu parlais de Nico Remigio. Ça avait l'air facile, ces retours. C'est pas comme s'il avait tricoté, il avait fait un 360, évité des plaqués. Il attrapait le ballon, puis peut-être un changement de direction, puis finalement, toute l'unité, leur couverture, c'était bien préparé, puis il s'échappait ses lignes de côté. Donc, c'était à chaque fois que les Bills bottaient le ballon, les retours, tu donnes le ballon à Pat Mahomes à la ligne de 50, puis avec Harrison Butker, tu en as parlé, c'est quasiment un 3 points garanti. Là, donc, il va falloir que les Eagles absolument là, arrête ce gars-là. Là. C'est pas nécessairement, comme je dis, le plus dynamique, mais ça vient de tout le monde. Les blocs sont à la bonne place. Évidemment, on a vu une certaine séquence, tu nous l'as envoyé, les blocs dans le dos, il y a eu du holding. Il va falloir les arbitres soient un petit peu aussi. Là. Thierry, l'autre côté, c'est pas mal moins évident du côté des Eagles. Là. Le batteur Jake Elliott a raté sa seule tentative de placement contre Washington, mais a réussi ses 7 transformations. La semaine d'avant, 3 placements réussis sur 3, mais une transformation réussie en 3. Et on a eu chaud, là. On se disait justement, est-ce que cette transformation ratée pourrait coûter la victoire aux Eagles contre les Packers, une transformation ratée? Donc, le moins que l'on peut se dire, c'est que Jake Elliott arrive au Super Bowl avec peu de confiance. Ah, il a perdu son mojo, là, clairement, là, parce que c'était un botteur. C'est un botteur vraiment fiable depuis plusieurs années. Là, puis là, c'est épouvantable cette année. Là, on peut pas y faire confiance, c'est plate à dire, mais dès que les bottées sont plus de 50 verges, moi, si le botté est plus de 50 verges, je vais en 4e essai là, où je dégage parce qu'il n'est pas capable. Au-dessus de 50 verges, il n'est pas capable de se rendre. Comme Justin Tucker cette saison, là, un des meilleurs, puis cette année, ça ne va pas du tout. Oui, vraiment une année difficile pour plusieurs botteurs. Par contre, pour ce qui est des unités spéciales, si on enlève le botteur, les Eagles jouent bien, puis on a créé des revirements. Dans les derniers matchs, on a créé 2 revirements sur les bottées d'envoi ou bottées de dégagement, puis ça fait toute une différence. Donc, on fait une bonne couverture sur ce qui est des bottées d'envoi ou bottées de dégagement. Donc, en plus, si on peut recréer encore un revirement, c'est vraiment très intéressant. Puis, je pense qu'on ne s'est pas fait. Je ne me rappelle pas si ça a été fait d'accorder un toucher sur un botté d'envoi, ni un botté de dégagement durant la saison. Donc, pour ça, ils ont vraiment une bonne couverture. Puis on sait qu'un long retour, ça peut faire toute une différence. Si on vient pour 2 ans, on a eu un retour de, si je ne me trompe pas, c'était Kadarius Toney qui avait fait tout qu'un retour de bottée. Puis ça avait mis la table pour une fin, pour que les Chiefs marquent des points de plus. Donc, vraiment, les unités spéciales, des fois, on les voit moins parce qu'elles sont moins souvent sur le terrain. Toute une différence. Moi, j'ai hâte de voir s'il va y avoir des jeux truqués. Je pense, c'est-tu les Commanders qui ont passé un fake punt aux Eagles, justement, la semaine dernière? Oui. C'est le dernier match de la saison. Là. Puis un jeu truqué, c'est quand on s'en attend pas. Ça peut être au premier quart, là, juste pour reprendre une possession. Donc, il va falloir rester alerte là, au niveau des 2 équipes. Un jeu truqué, t'amènes pas ça à la prochaine saison. C'est ce que j'allais dire. Cette saison-là. On ferme le livre après ce match-là. Les jeux, on les recommence pratiquement à zéro. Donc, c'est le temps de les utiliser.
Et on en voit peu. On sait qu'on reste plus conservateur, mais on a un coach en Nick Sirianni qui fait peut-être moins confiance à son moteur, donc on pourrait voir des choses intéressantes en quatrième essai. Ces fameux impondérables, ces éléments qui ne figurent pas nécessairement sur les feuilles de match, les feuilles de statistiques, mais qui peuvent, mettre le vent dans les voiles pour une équipe ou une autre, donner un avantage dans un match. Hein, c'est la beauté du football, la NFL, le Super Bowl, un seul match, et le gagnant repart avec le gros lot. Donc, commençons avec toi, Michael. J'imagine que tu vas commencer avec ce que tu nous as envoyé tout à l'heure. C'était absolument phénoménal comme statistique. Je te laisse la parole. Ouais, je suis tombé un petit peu en bas de ma chaise. J'ai regardé une petite vidéo justement qui parlait de Pat Mahomes. On parlait des drives dans la dernière minute ou dans les derniers 2 minutes d'un Super Bowl. Le pourcentage d'efficacité qu'une équipe est capable de prendre le ballon et aller chercher les points nécessaires pour amener le Super Bowl, soit en supplémentaire ou pour la victoire. Pour la victoire. Et généralement, la moyenne, en 100 quelques drives, 100 quelques séquences offensives, la moyenne tourne autour de 40%. Dans les meilleurs, on avait Brady à 46%. Drew Brees, qui est dans les très, très, très bons de tous les corps arrière, est à 50% Drew Brees. Puis quand on arrive à Pat Mahomes, son pourcentage, 100% du temps, il a réussi. Complètement fou. Il a réussi 100% du temps, quand il restait moins de 2 minutes, à aller chercher les points nécessaires pour amener le match en supplémentaire ou aller chercher la victoire. Fait que c'est ça, Pat Mahomes. C'est ça, les maudits Chiefs. Il peut dire merci au secondaire des Bengals il y a quelques années qui lui avait donné une poussée, qui avait permis à l'équipe de s'avancer. Mais blague à part, c'est ce qu'on mentionnait un petit peu plus tard lorsqu'on parlait de l'attaque aérienne des Chiefs. Oubliez tout ce qu'on vous a dit. Là. Il reste 2 minutes. Et Pat Mahomes est sur le terrain, il va trouver des manières mettez-lui un âne sur les lignes de côté, faites-le avancer, il va être capable de lui faire rattraper le ballon. Hein. Donc, les Chiefs ont définitivement cet avantage-là de leur côté. Il faut mentionner quand même, on a eu un match un petit peu plus propre contre les Bills. Hein. Oui, il y a eu certaines situations un petit peu plus nébuleuses, mais reste à voir, est-ce qu'on va avoir cet avantage des arbitres de leur côté? On espère que non. On espère que non, mais honnêtement, le dernier match, c'était pas flagrant. Là. Quelques situations, mais écoute, c'était pas. J'ai pas capoté sur c'est un roughing de passeur ou peu importe. Il n'y a pas eu grande situation comme ça. Là. Thierry, de ton côté, chez les Eagles, qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance de leur côté? Là? Écoute, je vais vous amener une statistique, puis je vous en ai déjà parlé un petit peu hors du podcast, mais il y a jamais une équipe... la dernière équipe à avoir gagné le Super Bowl en ayant payé son porteur de ballon un gros salaire pour monter à Marshawn Lynch en 2014. Puis encore là, je ne peux même pas aller regarder son contrat si c'était un gros contrat, mais je me dis Marshawn Lynch, dans ces années-là, il était bien payé. Mais sinon, là, c'est toujours des porteurs de ballon qui gagnent des miettes. Donc, est-ce qu'on va avoir une équipe qui va briser la tangente à ce Super Bowl-là? Peut-être, c'est pour ça que quand on s'était parlé au début de l'année, quand Saquon Barkley avait été acquis par les Eagles, j'étais un peu fébrile parce que quand ils ont donné son gros contrat, moi j'ai regardé les statistiques, j'étais comme, c'est pas ça qui fait gagner. C'est pas ça qui fait gagner des Super Bowls. En tout cas, dans les 10 dernières années, c'est pas ça. Fait que là, j'étais un peu fébrile. En tout cas, cette année, il m'a quand même fait mentir qu'il a vraiment été dominant. Mais est-ce que la tangente va être brisée cette année avec un porteur de ballon qui gagne cher, qui va gagner un Super Bowl? Faut mentionner que ce sera sa fête quand même. Cette journée-là, la sienne est celle de Cooper DeJean. Donc, on voudra vraiment avoir cette célébration de plus pour leur anniversaire. Dans la catégorie des statistiques qui ne comptent pour que très peu, la dernière fois que les Chiefs ont disputé le Super Bowl en Nouvelle-Orléans, donc en Louisiane, et ils ont remporté la victoire. C'était en 1970. Donc, évidemment, aucun lien avec la formation actuelle, quoique probablement que c'était le père du propriétaire actuel. Du côté des Eagles, ce que je trouve important de mentionner, c'est que oui, on a des joueurs vedettes. Par contre, plusieurs d'entre eux sont négligés dans leur passage.
Saquon Barkley qui a été un petit peu délaissé des Giants. A.J. Brown qui a été échangé des Titans, qui le regrette clairement depuis. Jalen Hurts, ça fait plusieurs saisons qu'on dit que ce joueur-là ne fait pas le travail, ne mérite pas d'être un carrière, ni d'être aussi bien payé. En défensive, je mentionnais Jalen Carter, Jordan Davis, des joueurs qui avaient le talent, mais que pour diverses raisons, que ce soit potentiel problème d'attitude, ont baissé au repêchage. Les Eagles en ont profité. Donc, on a un groupe de joueurs quand même qui sont des négligés, même si côté talent, côté stature, c'est pas ça du tout. J'ai l'impression qu'on voudra vraiment là, prouver à tous qu'on a eu tort de les négliger. Donc, c'était ma petite touche du côté des Eagles. On fait un résumé de tout ce qui s'est passé. On va vous présenter pour ceux qui sont sur YouTube, donc vous aurez la chance de vous délecter visuellement du tableau qui suit. Pour ceux qui écoutent en audio, je vais essayer de vous le décrire, mais je vous encourage à aller juste jeter justement un œil sur ce tableau-là. Là, on a beaucoup de prédictions qui sont similaires, mais on va apporter notre petite touche quand même, notre petite différence sur certains points. Alors, le voici. Donc, du côté des carrières, là, sans surprise, tous les trois, nous avons donné avantage aux Chiefs de Kansas City. Du côté des porteurs de ballon, encore une fois, pas de surprise, avantage Eagles de la part de nous trois. Du côté des receveurs de passe, aussi avantage Eagles de manière unanime. Le front défensif, c'est ici que ça diffère. Je sais que, Michael, tu as hésité beaucoup à mettre les Chiefs. Ça a été la même chose de mon côté. Par contre, moi, ce qui fait pencher la balance, c'est Chris Jones. C'est la raison pour laquelle j'ai mis légèrement devant les Chiefs. Tu peux nous dire en quelques mots pourquoi tu hésitais toi aussi, Michael? C'est que ceux qui ont regardé les séries, là, le nom de Karl Aftis, il revenait souvent pour des sacs du corps. Chris Jones, Wharton, c'est des gros gars. Écoute, ils ont l'expérience. Je l'ai mentionné tantôt, dans les matchs qui sont importants, ils sont capables d'aller chercher l'énergie nécessaire, puis peut-être un petit peu moins de stress, un petit peu plus d'adrénaline. Donc, moi, j'ai l'impression que c'était serré. J'ai penché en faveur de Philadelphie, mais je serais pas surpris que Chris Jones connaisse on le mentionne souvent son nom. Ne serait-ce qu'il n'y a pas de sac du corps, mais juste pour la pression, c'est un gros bonhomme très, très rapide. La tertiaire, pour nous trois, avantage Eagles. Donc, je pense que vous avez pu le comprendre dans nos analyses. Les unités spéciales, c'est unanime aussi, avantage Chiefs. Le groupe d'entraîneurs, je pense qu'on ne peut pas y aller contre Andy Reid. Alors, tous les trois, on a donné un avantage aux Chiefs. Et ici aussi, ça diffère. Donc, tous les deux, vous avez choisi les Chiefs. J'ai décidé de me ranger du côté des Eagles. Pour la petite histoire que je vous disais, là, les joueurs qui sont négligés et cette motivation supplémentaire. De votre côté, j'imagine qu'on est allé avec l'effet Mahomes. Donc, voilà pourquoi vous avez donné l'avantage aux Chiefs. Absolument. Donc, c'est très serré. Si on regarde le cumulatif, de mon côté, là, c'est 4-4. De votre côté, c'est très, très serré aussi. On est à 4-4 pour tous les deux sur les 8 catégories. Ce qui va nous laisser justement la dernière partie de ce podcast. Donc, on va y aller avec nos prédictions. Donc, pour ce match-là, on a dit beaucoup de choses sur pas mal toutes les facettes du jeu. On y est allé de l'attaque, de l'analyse de l'attaque au sol des Chiefs et des Eagles. On est allé sur le front défensif, sur la tertiaire des deux équipes, le groupe d'entraîneurs, les unités spéciales, les impondérables, mais une seule catégorie qui sera importante en bout de ligne, c'est le pointage final. Donc, je vais vous demander de vous mouiller. Commençons avec toi, Michael. Oh, avec moi? OK, parfait. Écoute, je vous ai écrit avant. Je fais mon analyse, puis là, défense contre la passe, Philadelphie. Défense contre le sol, avantage Philadelphie. Tout le kit. Comme coudonc. Philadelphie a l'avantage partout.
Mais là, quand je pense à ça, défensif contre le sol, le touche-push, les Chiefs ont réussi à arrêter Allen les 4 fois qu'ils ont essayé de le faire, 4-5 fois. Les Eagles sont habitués de le faire et de garder la possession du ballon. Ça pourrait changer le match en faveur des Chiefs. Jalen Hurts a beaucoup de difficultés à voir le blitz arriver. On sait que Spagnuolo des Chiefs, le coordonnateur défensif, aime blitzer de toutes sortes de façons dans des situations très, très importantes. Écoute, j'ai goût de dire Philadelphie. J'ai vraiment pas envie de dire les Chiefs, mais je vais quand même y aller avec les Chiefs pour le Super Bowl. My bad, Thierry, mais je vais avec les Chiefs. Je te laisse répliquer, Thierry. Avant, Michael, dis-nous donc un petit pointage. Là. Oh, OK. Un petit pointage. Bonne défense du côté des Eagles. Je vais y aller avec un 27-24, botté de Butker, le temps s'écoule. Et j'imagine une drive gagnante de Pat Mahomes aussi. Absolument. Laisse répliquer, Thierry. Moi, je pars pour les Eagles. Êtes-vous surpris? Moi, je pars pour les Eagles surtout parce que, comme je disais au début de l'émission, ils ont un sentiment de travail inaccompli. Il y a 10 des 11 partants en offensive qui étaient là il y a 2 ans au Super Bowl. La défensive a quand même changé beaucoup de visage, mais ça reste que la majorité des joueurs partants étaient là il y a 2 ans, ont subi la défaite amère en fin de match. Donc, ils vont arriver gonflés à bloc. Jalen Hurts va être gonflé à bloc. Normalement, devrait être en pleine santé. Je m'attends à ce que tout le monde soit vraiment à son maximum. Match serré, moi, je pense que ça va se terminer sur une dernière drive de Patrick Mahomes. Moi, je pense que ça va finir 33-27 pour les Eagles. Donc, ça va se régler sur un touché. Un touché, ça gagne, puis pas de touché, c'est l'autre équipe qui gagne. Donc, je m'attends à... Donc, on donne un premier échec, justement, dans ces drives-là de Pat Mahomes. J'aime ça, on est de deux côtés du ballon. La semaine passée, de mon côté, j'y suis allé avec une prédiction fausse d'une victoire des Bills et les Chiefs ont passé. Alors, aussi simple que ça que je vais dire que les Chiefs vont gagner en espérant que les Eagles gagnent. Blague à part, j'ai adoré, justement, je reviens sur le petit vidéo que Michael, tu nous avais envoyé. L'analyste en question termine son vidéo en disant que Pat Mahomes a été 100% d'efficacité lorsque c'est le temps de réussir, donc 7 en 7. Et ce qu'il a dit m'a un peu remarqué, il a dit « Are you crazy? Que je vais bloquer contre ce joueur-là? Are you crazy? Comment est-ce que je peux bêter, prédire quelque chose d'autre qu'une réussite de Pat Mahomes parce qu'il nous a montré rien d'autre depuis quelques années. Alors, je suis désolé Thierry, mais je pense qu'on va avoir de l'autre côté, ça va être une drive gagnante de Pat Mahomes, mais bon Dieu, j'aimerais me tromper encore une fois. Je vais y aller avec une drive réussie qui va mener à un placement de Harrison Butker pour la victoire. Donc, de mon côté, je vais y aller. Match très, très serré. Un 28-27 pour terminer ça. Oh. Donc, ça nous donnerait, selon nos 3 perspectives, là, Michael, tu avais vu juste la semaine passée, tu avais dit que les Eagles allaient détruire les Commanders. Ben, ce fut le cas. Ouais. Donc, selon nos 3 perspectives, selon le tableau qu'on vous a présenté tout à l'heure, c'est très serré. Là. C'est du 4 contre 4. Les pointages qu'on vient de vous dire là, c'est une possession de différence. Je serais très surpris que ce soit autre chose. Là. Je ne pense pas qu'on va avoir un Super Bowl dans lequel, une équipe va complètement se faire déclasser. Même si sur papier, les Eagles sont plus dominants, les Chiefs ont juste cette aura-là. Donc, ça nous donnera un spectacle qui est définitivement fort intéressant. Puis je le disais en levée de rideau, là, c'est l'un des épisodes les plus importants et agréables à faire pour le podcast
pour moi dans une année complète. C'est vraiment la cerise sur le Sunday. C'est surtout cette saison, hein, ça a été la fin d'une grosse saison d'analyse. Je suis particulièrement fier de ce qu'on a présenté au temps d'arrêt pour le programme football, que ce soit par nos épisodes cette saison, pas que par nos power rankings, par nos épisodes en éliminatoire. On en a servi un après chaque ronde. Donc, je pense qu'on a livré aux amateurs de foot une analyse qui fut, j'espère, divertissante et complète. Et pour ce qui est du Super Bowl, ben, on va souhaiter aux gens une autre soirée réussie. C'est un bel événement social, mais c'est avant tout là, très, très souvent un match de football extraordinaire à suivre. Donc, on va évidemment souhaiter à tout le monde une très, très belle soirée finale de la saison 2024-2025 de la NFL. Donc, les gars, encore une fois, je prends cette occasion pour vous remercier pour votre travail extraordinaire cette saison. Ça fut extrêmement agréable comme disons, projet qu'on s'est donné. On est embarqués à fond tous les trois. On a livré quelque chose de très solide. Et je vous en remercie. Puis, je vous laisse un petit mot final de chacun de votre côté. Thierry, vas-y donc pour commencer. Vraiment content de ce qu'on a fait aussi cette année, là, surtout avec le ranking des équipes, avec les carrières. On a ajouté ça cette année. Je trouve que ça a été le fun de regarder toute la saison. Ça nous donnait une petite raison de plus de regarder attentivement chaque jeu, chaque joueur. Pour terminer la saison, je nous souhaite un match Super Bowl qui est pas... pas de blessure en Thierry, c'est ça que tu dis. Mais là, c'est pas brimé par une pénalité fantôme en fin de match. Oh mon Dieu. Je peux pas en prendre une de plus. Ton cœur ne le permettra pas. Ah non, ça m'a pris 2 ans pour m'en remettre. Là. Donc, un bon match du début à la fin. Michael, je te laisse finir ça. Ben écoute, je veux commencer par remercier nos auditeurs, ceux qui s'intéressent au football. Tu sais, nous, on fait ça de bon cœur, on est des passionnés, puis j'espère que notre passion se transcende au travers du micro. Puis ceux qui ont la chance d'aller voir sur YouTube, là, notre animateur Étienne Courchaine, là, il a mis des belles petites animations, les tableaux sont super intéressants, donc ça vous aide à visualiser le tout. Pour ce qui est du match, je vous souhaite, honnêtement, il y en a qui prennent ça pour un événement social, il y en a qui prennent ça pour un événement de bouffe, il y en a qui prennent ça pour un événement sportif. Moi, c'est un petit peu des trois. Je nous souhaite un match serré. Comme Thierry dit souvent, pas de blessure, un match clean et c'est toi que le meilleur gagne. Tu sais, un match serré, qu'il n'y a pas d'histoire autre que c'est les joueurs qui font l'histoire du match. C'est ce que je peux souhaiter à tout le monde. Alors, gros merci à tous de nous avoir suivis dans cette grosse analyse, cet gros épisode, là, plus d'1 heure d'analyse de foot. Ça prend les reins solides pour traverser, mais je pense qu'au moment où l'épisode sortira, vous aurez plusieurs jours pour justement avoir la chance de vous préparer pour le Super Bowl. Donc, on vous donne une bonne semaine, là, donc pas de raison de ne pas écouter cet épisode-là au complet. Ben oui. Blague à part, là, gros merci de nous avoir écoutés dans votre préparatif du Super Bowl. Bon match à tout le monde. Et puis, on se dit à un prochain épisode du Temps d'arrêt.